Donc, merci beaucoup, Morgane et Aude, pour ce que vous faites, l'organisation de ce sommet et de m'avoir invité pour un petit peu discuter de les bonnes manières, les bonnes attitudes à avoir pour aller à la pêche aux informations. Alors, tu disais magazine, donc l'Écho, c'est un quotidien. C'est un journal qui sort tous les lendemains de séances boursières. Le lundi, il n'y a pas d'édition, mais le samedi, on a une. Et historiquement, ça s'appelait l'écho de la bourse. Et, depuis, on va dire, 2018-2019, on se demandait comment le lectorat allait se rajeunir. Et il s'est un petit peu rajeuni tout seul avec l'émergence des applications de trading, l'engouement du public au moment du Covid pour l'investissement, notamment dans les ETF. Et parallèlement à ça, ben, on a un peu changé notre focus et on a commencé à beaucoup plus écrire pour les investisseurs particuliers, alors que dans la presse financière en général, on écrit de manière assez technique, assez, assez complexe. Et donc, on aura l'occasion d'en parler maintenant. Je commence là tout de suite ou on attend? Ok. Oui, Alors, tu peux commencer vu qu'on enregistre. De toute manière, toutes les personnes auront accès à toute ça ta va. présentation. Je partage le PowerPoint. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors, comment trouver la bonne information financière pour investir en bourse? On va voir aujourd'hui, on va euh, voir ça en trois axes. D'abord, on va essayer d'identifier les clés qui sont à la disposition de tous les investisseurs particuliers, de madame et monsieur tout le monde, pour s'informer correctement. On va faire un petit focus aussi sur la personne qui s'informe, le récepteur de toutes ces informations, c'est-à-dire vous, moi. Donc, c'est la partie où on va voir comment bien se connaître, comment connaître ses limites, parce que c'est vraiment lié. Et on terminera avec une liste des différents types de sources d'informations. Et j'ai pointé quelques-unes qui sont assez pertinentes pour continuer à se former tout en apprenant des choses, tout en restant informé de l'actualité, des nouvelles tendances, des choses importantes à savoir pour prendre de bonnes décisions. Alors, on commence avec les clés pour s'informer. Un petit disclaimer quand même, je suis journaliste financier, donc je vends pas des produits financiers, je vends des articles et des analyses, des interviews. Et donc, euh, les conseils qu'on va entendre ici, c'est des conseils pour investir. C'est pas des conseils en investissement. Et pour moi, la différence est importante parce que parmi nos nouveaux concurrents, dans les médias classiques conventionnels comme l'Écho, parmi nos nouveaux concurrents, il y a beaucoup d'influenceurs, de coachs, de personnes, de conseillers financiers qui font tantôt très bien leur travail, tantôt de manière moins déontologique qu'un journaliste. Et donc, euh, voilà, eux peuvent vous donner des conseils en vous disant cette action-là, elle va monter. Moi, c'est pas du tout dans ça que je m'inscris, mais je dois plutôt vous donner des conseils d'éducation financière, des conseils pour mieux comprendre et mieux comprendre comment le système financier qui est assez complexe fonctionne et aussi comment s'inspirer, comment trouver des sources qui vont vous amener vers des territoires que vous ne connaissiez pas ou développer des choses. Ça, c'est quand même un gros disclaimer qui est super important. Je vous l'ai dit dans l'introduction, une information de qualité, ça permet de prendre la meilleure décision. On ne prend jamais vraiment la meilleure décision, mais plus on sait de choses, et je vous invite tout le temps à vous remettre dans un rapport commercial que vous avez avec des produits beaucoup moins complexes qu'une action, une obligation, un ETF. Euh, Prenons une pomme ou une voiture. Si vous achetez une pomme ou une voiture, il y a des choses que vous devez savoir, il y a des choses que vous devez comprendre pour prendre de bonnes décisions. Euh, L'information, in fine, doit être quelque chose de précis et quelque chose
sur lequel vous pouvez vous reposer pour prendre de bonnes décisions, donc doit être fiable. Alors ici, on va voir d'une part l'information qu'on appelle réglementée. C'est toute l'information issue des sociétés qui commercialisent des produits financiers, des sociétés qui ouvrent leur capital et du coup permettent monsieur et madame tout le monde d'acheter une action. Ces sociétés-là sont obligées, elles doivent suivre des règles et sont obligées de communiquer d'une manière réglementée. Ensuite, il y a un deuxième gros paquet d'informations, c'est les analyses qui sont réalisées soit par des professionnels de la finance, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent pour un courtier, des gens qui travaillent pour une banque, pour un fonds d'investissement, et des analyses réalisées par des journalistes. Enfin, il ne faut pas négliger, et c'est ça le shift dont tu parlais, Aude, tout à l'heure, il ne faut pas négliger les avis des autres investisseurs, qu'ils soient particuliers, amateurs ou même professionnels. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est des sources d'informations qui peuvent être, si elles sont utilisées correctement, très importantes pour permettre aux investisseurs de se positionner, de faire des choix. Et je fais une petite parenthèse par rapport à ce shift éditorial. Ben, c'est aussi, enfin, c'est lié à la vulgarisation en fait de l'économie. Euh, on est parfois avec des matières tellement complexes que on oublie parfois l'essentiel et essayer d'être très technique, très technique. Et donc, euh, s'adapter aussi à son auditoire, s'adapter aux gens qui sont à la recherche d'informations, bah, passe par créer aussi du contenu comme les podcasts, euh, oui, comme les podcasts essentiellement ici à l'Écho, qui sont audibles, qui sont compréhensibles par des gens qui n'ont pas fait Harvard ou Business School. Donc, voilà un petit peu les 4 axes, les 4 flux d'informations qu'on va analyser maintenant. Alors là, on a déjà vu ça. Voilà. Euh, quel réflexe faut-il adopter quand on est un investisseur particulier, c'est-à-dire on n'est pas grand-chose en bourse, mais on a envie de faire travailler son argent, on a envie de placer son argent en bourse. Quels sont les grands réflexes à avoir? Ben, le premier, c'est une investisseuse crypto-monnaie qui nous l'a soufflé dans les podcasts trackers. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Cette voix, je suis sûr, est familière. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son. Non, j'entends pas. Ah, Non, on n'entend pas. J'entends un blanc. Oui, Alexandre aussi dit pas de son. Bruno, je crois que tu ah, n'entends pas non plus. Non. ok. Bah, tout à l'heure, ça marchait. En tout cas, C'est pas grave. c'est pas grave. Je vous mettrai le lien vers le podcast d'où est tiré son extrait. C'est une certaine Morgane, investisseuse en crypto-monnaie, qui qu'on avait reçue ici dans les podcasts trackers. Et elle utilisait énormément d'anglicismes, de mots très techniques, fraîchement certifié Bitcoin professionnel. Et je lui avais demandé pendant l'interview, tiens, dans tous ces nouveaux acronymes, ces nouveaux mots, est-ce qu'il y en a un qui te parle plus qu'un autre? Et elle m'avait parlé d'un acronyme qui s'appelle Dior, en signalant que ce n'était pas une marque, mais plutôt Dior écrit D-Y-O-R. Et c'est Do Your Own Research, ça veut dire faire ses propres recherches. Et donc, un des premiers réflexes à adopter, c'est vraiment se mettre dans une dynamique où c'est soi-même on est le moteur, la personne qui va chercher. Ça va vous aussi vous inscrire dans une démarche où vous allez vous rendre compte de la complexité de la matière et ça va, je pense aussi, vous permettre de être plus prudent.
parce qu'il y a quand même une notion qui doit être fil rouge pour toutes les personnes qui investissent de l'argent, c'est que c'est un placement risqué. Et plus on veut que notre rendement soit important, plus on sera amené à se positionner sur des produits dits risqués. C'est-à-dire qu'on risque quoi? On risque de perdre la somme qu'on a mise. Donc, premièrement, faire ses propres recherches. Ensuite, ça, c'est un réflexe qui, qui est propre au journalisme, mais qu'on peut facilement étendre à plein d'autres domaines, c'est la vérification. Donc, il faut vérifier qui me donne cette information. Est-ce que c'est une personne qui a l'information de première main ou c'est une personne qui répète une information qui vient d'ailleurs? On verra un peu plus tard d'où viennent les informations. Une manière aussi de vérifier, c'est de dater l'information qu'on vous donne. Est-ce qu'on vient de vous donner l'information du 6 avril 2024 ou on vous a donné l'information du 6 avril 2021? Entre les deux, il s'est passé plein de temps qui peut rendre une information plus ancienne beaucoup moins pertinente. C'est parallèle à la vérification, c'est recouper ces informations. C'est-à-dire, si je vois sur un réseau social un investisseur que je suis, un analyste que je suis, qui met une analyse pertinente, correcte et qui m'intéresse, je dois pas m'arrêter à ça. Je dois recouper, c'est-à-dire, bah tiens, comment il a eu cette information? Il parle de ça, c'est quoi sa source? Je vais aller juste vérifier. Parfois, il y a des erreurs sur, on a copié le mauvais chiffre et donc on fait tout un modèle de calcul, on présente des choses et c'est bon, mais en fait, en recoupant, en voyant un petit peu ce que d'autres ont dit, on se dit: «Bah, tiens, c'est pas le même chiffre, c'est pas le». Ça, c'est quand même un travail à faire, quand vous êtes dans cette dynamique de recherche d'informations et donc vous l'avez senti, dans mon discours, il faut quand même être méfiant parce qu'il y a tellement d'intervenants qui parlent des matières financières, qui parlent d'argent, et il faut se méfier des bons tuyaux. Mon voisin à son coiffeur à qui la bouchère lui a dit, voilà, peut-être ça peut donner quelque chose, mais peut-être pas. Et donc méfiez-vous des conseils que vous entendez et que vous jugez assez bons, assez solides pour tout de suite vous mettre dans la posture où vous allez prendre la décision. Évidemment, dans les tuyaux, dans la presse financière, il y a toute cette partie où on est dans de la prédiction, des prévisions et là aussi, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a une boule de cristal qui prédit l'avenir et donc parfois on fait des modèles financiers, mathématiques très précis qui vont aller le plus près possible d'une réalité à court, moyen ou long terme et parfois, dans l'intervalle, il y a des signes noirs. Il y a le Covid qui passe par là, il y a heu, mauvaise gestion d'une société qui font que tout ça peut vite heu, reposer sur des choses pas fiables. Alors on continue, ça va bien chez vous? Oui, tout va bien, Céline. Parfait. Super. Voilà. Alors maintenant, on va un petit peu se focaliser sur vous, sur la personne qui est la réceptrice de toutes ces informations. Alors, je vous ai listé quelques conseils que, et on va les prendre un par un. On va un petit peu voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Alors, le premier, er je dis ne pas être le dernier venu. En général, en bourse, là, par exemple, l'exemple de Nvidia, il y a des gens qui se sont placés sur l'action Nvidia il y a quelques semaines, il y en a d'autres il y a quelques mois, il y en a d'autres il y a quelques années. Aujourd'hui, enfin ces derniers mois, cette société devient une des sociétés les plus valorisées au monde et donc la tentation est grande de se dire: «Ben, il faut y aller là maintenant parce que toutes les preuves sont là. La société ne fait que, augmenter. Je vais perdre, de l'argent si je n'y vais pas».
En fait, peut-être qu'en faisant ça, vous allez être la personne qu'on appelle le dernier flambeur. C'est-à-dire la personne qui a pris le train un petit peu en retard et en route, qui a mis, une partie de ses économies dans une valeur qui peut-être, n'y est que parce qu'avant vous, il y en avait, 100 000 autres qui étaient les derniers flambeurs. Et donc ces derniers flambeurs qui étaient arrivés avant vous vont peut-être profiter de votre, nouvelle casquette de dernier flambeur. Donc, il y a aussi aux États-Unis, on dit, la la peur de manquer une occasion, le FOMO. On est à peu près dans la même, dynamique. Heu, Gardez quand même votre esprit critique. Ce n'est pas parce que, quelque chose, monte qu'il ne faut pas y aller, mais ce n'est pas parce que quelque chose monte qu'automatiquement, en y allant, vous allez être dans ce train céleste qui va, grimper, jusqu'aux cieux. Alors, autre chose à faire pour bien se connaître, c'est un petit peu délimiter son champ d'action. C'est-à-dire savoir déjà dans quoi on a envie d'investir et savoir un petit peu où se trouve la limite. Et pour ça, une, analyse, de son comportement est super importante. Est-ce que vous êtes une personne qui va plutôt être, stressée à, devoir, continuellement suivre, heure par heure l'évolution des marchés? Oui? Ah bien alors il ne faut pas être trader. Est-ce que vous cherchez plutôt, de la gestion passive et vous aimez bien quand les choses sont claires, définies à l'avance et enfin, quand les choses sont claires et définies à l'avance, à ce moment-là, inscrivez-vous dans une démarche, par exemple, de type DCA, de type, ou confiez votre argent à un gestionnaire de fonds. En délimitant son champ d'action, on va se rendre compte, en fait, que, la base où, toutes les sources d'informations se trouvent, eh bien, elle va se réduire, elle va être beaucoup plus adaptée à vos questionnements. Elle va être beaucoup plus adaptée à vos centres d'intérêt. Typiquement, est-ce que, je suis le marché, bruxellois, la bourse de Bruxelles, la bourse de Paris, la bourse d'Amsterdam? Si je suis cet environnement-là, est-ce que je dois continuellement, suivre, les marchés américains? À l'inverse, je suis dans le secteur, des énergies renouvelables, par exemple. Est-ce que je dois, connaître tout sur, la santé, les biotechnologies? Hem, J'investis que dans les cryptomonnaies. Est-ce que, je dois m'intéresser au marché des actions? Donc, en délimitant déjà votre champ d'action, vous allez réduire cette base d'informations parce que c'est vrai, quand on débarque comme ça dans le monde de la finance, ben, l'info qui tombe, il y en a énormément, énormément et c'est parfois très dur de s'y retrouver. Dans cette info qui tombe, je vous invite aussi à pas confondre le bruit du marché et les signaux du marché. Donc, quelle est la différence? Ben, le bruit du marché, il est constant. Le bruit du marché, c'est, tout ce qui se dit, avant c'était, café, du commerce. Aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux et les signaux du marché, c'est plutôt des données objectives, souvent mathématiques, qui vont vous dire qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans cette configuration et donc analyser, un bruit comme on analyse un signal, c'est pas la même chose et donc le bruit, il est constant, il faut aussi l'écouter parce que parfois c'est derrière ce bruit que se cache le signal, mais le bruit ne doit pas vous donner, le déclic pour passer à l'action. C'est plutôt le signal qui va vous donner ce déclic. Alors, en se connaissant soi-même et en connaissant ses limites, on va aussi vite, s'apercevoir qu'il y a énormément de, biais comportementaux qui influencent notre prise de décision. Et là, on revient au dernier flambeur. En général, le dernier flambeur, il a un des principaux biais dans la finance comportementale qu'on décèle dans la finance comportementale, c'est, hem,
le plus gros flambeur, on va lui dire quelque chose et il va tout analyser en fonction de ce qu'on lui a dit, de la première chose qu'on lui a dit. Ça, c'est un grand danger. Parce que si on vous a dit les voitures électriques, tout le monde va en avoir dans 20 ans et Tesla, c'est un grand fabricant de voitures électriques, vous allez commencer à analyser toute la documentation, vous allez commencer à analyser tout ça à travers cette première euh, idée sans jamais vraiment la remettre en question. Et donc, c'est des allers-retours entre pêcher de l'information et la confronter à d'autres informations et à qui vous êtes. Et donc, un des grands dangers qui guettent les investisseurs, c'est le manque de remise en question. Et ce biais comportemental peut aller très loin parce que une fois que vous avez acheté cette action et que les signaux dont on parlait au point précédent vous disent en fait ça va pas très très bien, c'était pas un bon choix. Après quelques mois ou quelques années, vous vous rendez compte qu'en fait vous perdez plus d'argent que vous en gagnez. Si vous n'avez pas fait un travail correct sur votre comportement, ben, vous allez encore rester bloqué à cette première idée en disant mais non, mais quand même, dans 20 ans, tout le monde va rouler avec des voitures électriques. Et euh, je vous invite à écouter quelques épisodes qu'on a fait spécialement sur les biais comportementaux dans Tracker, parce qu'il y en a plein d'autres. Là, je vous ai parlé de celui que je juge le principal. Donc, sa première idée, ça peut être, elle peut venir d'un bruit, elle peut vous donner un signal, mais c'est pas quelque chose de. On a souvent tendance à considérer que la première idée est la vraie. Et on compare après tout ce qu'on entend par rapport à cette première idée, et là est le danger. Euh, il faut aussi vous dire que quand on investit en bourse, en général, c'est pour du long terme. Ceux qui investissent en bourse pour du court terme, très court terme, eh bien, auront des comportements beaucoup plus spéculatifs. Et puis même dans la philosophie de l'investissement, soutenir une société en achetant des actions, euh, mettre à disposition son capital pour le développement d'une société, c'est des belles idées, mais ça met du temps à se mettre en place. Et donc, si vous achetez une société lundi pour vendre mardi, c'est le début de comportement où, en fait, vous vous situez plus dans le trading que dans de l'investissement raisonné. S'armer de patience et se fixer des objectifs dans le temps va aussi vous aider à ce que vos décisions soient prises en fonction de ça et pas en fonction des bruits ou des signaux qui continuellement vous inciter à agir sur votre portefeuille. Autre point, n'ayez pas peur. Moi, c'est en tout cas comme ça. J'ai une formation littéraire, j'ai pas une formation financière. Et c'est au fur et à mesure de mes questionnements et des questions que j'ai osé poser parfois au prix de passer pour l'idiot du village, que j'ai commencé à m'éduquer financièrement, à prendre des choses. Donc, questionnez les pros, surtout si vous les payez. Et un conseil beaucoup plus général, que ce soit pour l'investissement ou pour d'autres choses, euh, il faut rester curieux. C'est une disposition qu'il faut avoir parce que grâce à ça, on n'arrête pas, en fait, sans s'en rendre compte, d'apprendre et de s'éduquer financièrement. Alors, tout ça n'est pas très compliqué. Je réessaye un extrait, vous me dites si vous l'entendez ou pas. Oui, non. Non, on n'entend rien. Non, on n'entend Juste pas, là. Salim. Ok. Eh bien, Je là, crois que tu me c'était voyais. une deuxième investisseuse de renom deuxième investisseuse de renom qui était invitée dans Tracker, qui s'appelle Aude Belland, qui nous expliquait que pour elle, investir avant de s'y mettre vraiment, c'était une montagne euh, infranchissable et qu'en fait, en faisant les choses dans l'ordre et petit à petit, la montagne était moins grande et moins dure à traverser que ce qu'elle pensait. Donc, je vous invite à écouter le podcast qu'on avait réalisé avec Aude aussi.
On passe maintenant au dernier point. C'est peut-être le point qui va le plus vous intéresser parce qu'on va échanger certains trucs, certains liens, certaines pistes pour trouver de la bonne information. Alors, où trouver son information? Quelles sont les sources d'information nécessaires? Je vous propose, attendez, ça c'est un mauvais slide que mon employeur a glissé dans ma présentation. Voilà. On va revenir sur les deux sources d'information fondamentales et gratuites. Et là, je parle pour des produits financiers classiques, conventionnels, les actions, les fonds, les ETF, les obligations. Eh bien, la première source, c'est l'information réglementée. Donc, toutes les sociétés qui ouvrent leur capital aux actionnaires sont tenues par les gendarmes boursiers, les autorités des marchés, de communiquer d'une manière très réglementée. Donc, par exemple, quand les séances boursières commencent en Europe de 9h à 17h30, il se peut que pendant une séance, une société communique, mais en général, à ce moment-là, le gendarme est prévenu et l'action est suspendue. Et donc, en général, l'information réglementée est diffusée avant bourse ou après bourse. Donc, le matin, typiquement, ici à l'Écho, à 7h, 6h30, 7h, les premiers arrivent pour traiter cette information réglementée. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toutes sortes de communiqués de presse. Ça peut être des communiqués très techniques qui disent que le CEO a acheté 14 000 actions pour augmenter sa participation dans le capital. Ça peut être des communiqués qui disent finalement le directeur financier de cette société est parti chez un concurrent. C'est aussi tous les rapports financiers qui sont diffusés trimestriellement et de manière semestrielle et de manière annuelle. C'est aussi l'agenda des sociétés. Par exemple, ça va de le jour de notre assemblée générale, c'est tel jour à la semaine prochaine, nous intervenons dans le salon machin truc où on exposera les développements d'un nouveau produit. Ces informations-là, vous pouvez les trouver facilement en allant sur le site de la société et en trouvant l'onglet Investor Relations, donc, ou en allant sur Google et en tapant le nom de la société plus Investor Relations. Là, certaines sociétés vous permettent même de vous abonner, d'être alerté si vous faites du stock picking, c'est-à-dire si vous achetez des actions individuelles, eh bien, c'est indispensable de s'inscrire à ces alertes, à ces notifications, d'être au courant de toute évolution dans l'actualité de la société. En réalisant les podcasts et en me confrontant au monde des investisseurs particuliers, il m'arrive souvent de trouver, par exemple, sur l'un ou l'autre réseau social, un investisseur qui se demande pourquoi son action a perdu 6% aujourd'hui. Et puis quelqu'un qui lui répond très gentiment, mais en fait, aujourd'hui, il cote ex-dividende. Ça veut dire que c'est le jour où la société sort son dividende du capital et donc, mécaniquement, tout descend. Tout ça a été prévu, tout ça a été communiqué dans l'information réglementée qui est transmise par les sociétés cotées. La deuxième source d'information un peu fondamentale et gratuite, c'est des plateformes boursières. Ici à Bruxelles, que ce soit Bruxelles, Paris, Amsterdam et quelques autres grandes places européennes, elles sont toutes sous la coupole Euronext. Donc, je vous invite à aller sur le site d'Euronext. Là, tous les communiqués qui viennent de l'information réglementée s'y trouvent aussi. Et il y a plein d'autres informations sur de données financières, de données administratives sur les sociétés cotées. À New York,
si vous investissez dans la bourse technologique du Nasdaq, c'est sur le Nasdaq. Si vous investissez sur le S&P 500, la bourse de New York, c'est le NYSE. Il faut savoir aussi que les gendarmes boursiers, donc les autorités des marchés, font aussi de la récolte d'informations réglementées. En Belgique, c'est la FSMA, en France, l'AMF, aux États-Unis, la SEC. Et donc là, parfois, il y a écrit noir sur blanc euh, les raisons qui font après bouger un cours ou l'autre. Il faut savoir aussi que ces deux sources d'information sont les seules utilisées, quasi les seules utilisées par tous les analystes financiers. Donc, on pense qu'un analyste financier qui suit, par exemple, le secteur biotechnologique à la bourse de Bruxelles, on pense qu'il a des informations qui viennent d'ailleurs. En fait, ces premières informations, c'est les mêmes que celles que vous pouvez avoir dans l'onglet Investor Relations de la société qui est cotée. C'est sur ça qu'il base ses analyses, c'est sur ça qu'il base ses modèles de calcul. Et donc, rappelez-vous, au début de mon intervention, je vous parlais de recouper les informations. Et donc, l'Écho sort un article intéressant sur telle biotech qui a sorti telle étude ou tel rapport financier. Eh bien, recouper les informations, parce qu'à l'Écho, parfois, on peut, pas parfois, rarement, mais parfois, on peut se tromper d'une virgule, se tromper d'un chiffre. Et donc, si c'est ça qui a attiré votre attention, juste vérifier que c'est les bons chiffres. Ça, c'est les sources d'informations gratuites et fondamentales, comme je les ai appelées. Il y a d'autres sources d'informations et parmi elles, les premières, c'est les médias de référence. Alors, médias de référence, pourquoi? Parce que ils ont une tradition sur la matière financière, parce que ils ont le statut de quotidien, journal, magazine, agence de presse, télévision, radio, qui, au fil du temps, au fil des années, a fait du domaine de la finance son expertise. Alors, là, je vous en ai mis quelques-unes. Reuters, on est plutôt dans le domaine de l'agence de presse. Donc, Belga, l'AFP peuvent aussi vous donner des signaux, mais Reuters est une agence spécialisée dans l'information financière et en général, c'est tout pointu. Bloomberg, c'est particulier parce que Bloomberg, c'est à la fois une agence de presse ultra pointue, tout aussi pointue, je dirais, que Reuters, mais c'est aussi une société qui agrège des données financières, qui permet permet à ses abonnés d'avoir rapidement plein d'informations nécessaires à faire de l'analyse financière. Maintenant, l'abonnement, que ce soit chez Reuters ou chez Bloomberg, c'est pas du tout donné. C'est pour ça que je vous ai mis des quotidiens financiers ou qui demandent, qui ont des formules d'abonnement qui cadrent plus avec ce qu'un investisseur particulier peut mettre entre guillemets comme argent pour s'informer. Et donc le Financial Times, l'Echo, le Wall Street Journal, les Échos sont des titres de quotidiens spécialisés en finance. Alors, l'Écho, typiquement, si vous avez un portefeuille où 80%, on va dire, de votre portefeuille a une couleur bruxelloise, c'est-à-dire est composé de produits qu'on peut acheter qu'à la bourse de Bruxelles, à ce moment-là, l'Écho est indispensable. Si, à l'inverse, c'est la France qui est votre gros terrain d'action, choisissez un quotidien français. Nous, on ne va pas traiter tous les jours les informations importantes de la bourse de Paris. Par contre, les informations importantes de la bourse de Bruxelles, on, on y va, on fonce. Le Financial Times et le Wall Street Journal, voilà, le Financial Times, comparé à l'Echo, je pense qu'ils sont 100 fois plus. Ils ont une couverture mondiale, notamment pour les marchés asiatiques et américains, super intéressante. C'est en anglais. Le Wall Street Journal,
spécialisé aussi dans les informations d'insider, dans les signaux justement qu'on peut trouver en suivant un petit peu l'actualité boursière. Alors, je vous ai mis quand même des chaînes de télévision comme CNBC, Bloomberg TV, ou en français BFM Bourse, où l'actualité financière est traitée, discutée. Il faut juste savoir qu'en général, le média télé va plutôt donner une alerte et le site web du média ou les quotidiens dont je vous ai parlé précédemment vont donner plus d'analyse, plus de contenu écrit. Et alors, j'ai aussi épinglé The Economist, qui est un magazine, un hebdomadaire qui sort toutes les semaines et qui est écrit par des économistes, comme son nom l'indique. C'est classé par zone géographique. Il y a une couverture euh, et la couverture est développée euh, de manière assez profonde. Et après, c'est vraiment tout le temps les mêmes le même modus operandi. Par zone géographique, un économiste prend une question et dans un format soit court, soit parfois très long et parfois très, 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 très technique, va faire une analyse financière économique. Je vous invite vraiment à vous pouvez aller les louer à la bibliothèque, enfin les consulter dans les bibliothèques par exemple, à regarder un petit peu la différence de traitement entre de l'analyse hebdomadaire dans l'Économiste, de l'analyse à chaud sur les sites des télévisions, des radios et des quotidiens, voir aussi les formats des dépêches. Parfois, il y a des sites on en parlera de certains sites juste après, qui mettent justement ces dépêches. Et parfois, on voit la source en bas, Reuters, Bloomberg. Je vous invite un petit peu à voir à quoi ça ressemble. Alors justement, en plus des organes d'information, il y a ce qu'on peut appeler des plateformes spécialisées. Donc, leur but n'est pas forcément d'informer, mais leur expertise sur la finance en fait de bonnes sources. Exemple, MarketWatch. MarketWatch, c'est américain, ça appartient à la même société qui le Dow Jones. Donc, MarketWatch, c'est typiquement, si vous voulez avoir des données et de l'actu pour une valeur américaine, allez sur MarketWatch, tapez le ticker de l'action. Donc, le ticker, c'est la petite carte d'identité de l'action, son nom, son surnom, et vous allez voir toutes les actus de cette société. Yahoo Finance, Morningstar, dans des versions un peu plus gratuites, euh, sont intéressants pour vraiment avoir dans cette dynamique de veille informative où vous vous dites, tiens, Apple, ça a bien monté, est-ce que je dois vendre, est-ce que je continue, est-ce que j'en rachète? Eh bien, consultez un petit peu les sites pour voir où on en est. C'est parfois là que vous allez vous rendre compte que dans 3 semaines, il y a un gros événement, il y a les résultats. Ah oui, c'est dans 3 semaines. Alors, vous allez peut-être approfondir, patienter ou passer à l'action parce que en surfant sur ces sites, vous avez pris des informations fiables. Morningstar va plus vous aider pour les ETF, pour les fonds. Dans l'analyse purement analytique, je dirais, Seeking Alpha est intéressant. Et je vous ai aussi mis investing.com. Voilà. Je ne dis pas de mal de tous ces concurrents. Mais c'est à vous faites-vous votre propre idée, voyez un petit peu, surtout en fonction de où vous investissez. Euh, si vous êtes très pointu sur du marché américain, allez vers des sources américaines. Si vous êtes très pointu sur du marché belge, du marché français, allez sur des sources belges, françaises. Si vous êtes pas pointu, donc si par exemple vous investissez dans les 10 plus grands noms de la bourse américaine, des titres généralistes européens peuvent suffire. Il faut savoir aussi qu'en fonction de votre courtier, il y a des courtiers maintenant pour que vous restez le plus longtemps sur leur
plateforme de trading vous propose aussi des informations financières, de l'analyse financière. Il y en a même un qui a un deal avec nous et qui vous propose tous les jours les 5 articles que nous, on juge intéressants à partager avec les gens qui investissent en bourse. Donc, les plateformes de courtage peuvent être aussi une source d'informations très intéressante. Sachez juste que nous, ici, on vend du papier. Eux, en plus de vendre de l'analyse, ils vendent des produits financiers. Donc, parfois, ils ont plus intérêt ou moins intérêt à aborder tel type de valeur ou tel autre, pour des raisons qui sont. Alors, continuons dans notre liste de sources d'informations. Donc, il y a les forums et les réseaux sociaux. Là aussi, c'est plus dans une dynamique de veille informative qu'il faut les consulter. C'est pas un post sur Twitter qui va déclencher chez vous une décision. S'il vous plaît, non. Prenez, à moins que vous soyez ultra informé et qu'alors le post sur Twitter va vous donner l'alerte pour vous dire c'est le moment. Mais donc, les chaînes YouTube, il y a vraiment à boire et à manger. Sachez en général que la réputation de la personne qui met en ligne des contenus sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va vous faire dire si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil. Et énormément de plateformes de trading, énormément de courtiers, énormément d'analystes, d'économistes ont maintenant une présence, maintenant depuis quelques années, une présence sur les réseaux sociaux. Là aussi, à vous de faire votre petit marché, entre guillemets, de, ah tiens, celui-ci, il est beaucoup plus audible, lui, il est beaucoup plus didactique, elle trouve tout le temps des angles intéressants. Et en fonction de ça, vous faites un petit peu environnement de votre environnement d'influenceurs, de personnes qui peuvent vous influencer sur les réseaux sociaux quand vous êtes à la pêche aux informations. Sachez aussi comment fonctionnent, enfin, je pense que vous le savez, hein, mais les réseaux sociaux fonctionnent aussi sur le principe de, eux aussi, ils ont envie que vous restiez le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et donc, ils vont vous abreuver de ce que vous cherchez. Si vous cherchez de mauvaises choses, ils vont vous abreuver de mauvaises choses. Et à l'inverse, si vous cherchez de bonnes choses, vous avez plus de chances d'être abreuvé régulièrement de bonnes choses. Mais c'est un danger. C'est le danger d'être vraiment en vase clos et de ne plus être attentif qu'à un seul type de données, un seul type de signaux. Reddit, Discord, on est là dans plutôt ce qu'on appelle les forums où, selon des thématiques, des questions, on développe des communautés où des gens se répondent. Là aussi, il y a à boire et à manger. Donc, soyez quand même très critique dans l'utilisation de ces outils et gardez en tête que gardez en tête cette question de qui est cette personne qui est derrière cette page? Qui est-il? Qui est-elle? Pourquoi elle fait ça? Ça, c'est vraiment des questions super importantes. Souvent, en posant ces questions, on désamorce déjà pas mal d'arnaques potentielles. Je vous ai aussi mis c'est de l'autopromo pur et simple et totalement assumé. On a un groupe sur Facebook qui s'appelle les Traqueurs de l'écho. C'est plus ou moins autogéré par cette communauté d'investisseurs qui participent. Donc, il y a plus de 4000 personnes qui se posent des questions. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça? Est-ce que c'est le bon moment? Et les discussions vont d'elles-mêmes. Alors, le point positif avec ce type de source d'information, c'est que ça crée de l'interaction avec d'autres personnes qui peuvent avoir un peu votre profil, c'est-à-dire des curieux qui sont en train de s'éduquer financièrement, qui sont à la recherche d'informations. Et ces interactions peuvent, de ces interactions peuvent naître des échanges
qui vont vraiment pousser votre stratégie dans ces retranchements. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce bon côté qu'on a avec les réseaux sociaux, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui peut-être est 2 ans un petit peu en avance sur vous et alors il peut vous dire, bah, tiens, moi j'ai plutôt fait ça comme ça. Euh, Ne négligez pas le côté interaction qu'on peut avoir avec d'autres personnes, d'autres investisseurs. Sachez juste que les réseaux sociaux est un nid à, enfin, c'est un nid à arnaque. Euh, Veillez à prendre chaque promesse de rendement, de chiffres avec de grosses pincettes. Veillez aussi à ne pas donner vos données personnelles, vos données bancaires, votre adresse, des photocopies de carte d'identité et mettez-vous tout le temps dans la même disposition que celle que vous adoptez quand vous allez au guichet de votre banque. Même s'il y a de moins en moins de guichets dans les banques, dites-vous toujours, OK, est-ce que dans la vraie vie, on me demande ça? Pourquoi il me demande ça? Il peut pas me demander ça. Dans la vraie vie, on ne me demande pas ça. Donc, je ne vais pas sur Telegram donner le scan de ma carte d'identité à quelqu'un que je connais à peine. Ça, c'est quand même un réflexe qui, encore une fois, désamorce pas le mal d'arnaque. Alors, d'autres sources d'informations auxquelles on pense moins, ce qu'on est en train de faire maintenant, un séminaire en ligne, des cours en ligne, euh, là, pareil, posez-vous tout le temps les bonnes questions. Pourquoi cette personne me propose ce séminaire? Pourquoi moi je viens ici juste pour faire de la pub. On n'entend pas les rires des Les micros sont coupés, mais ça rigole. ah, ok. Donc posez-vous vraiment la question pourquoi cette personne est devant moi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et ça, encore une fois, c'est une bête question, mais ce petit pourquoi désamorce pas mal de choses. Euh, Soyez attentifs aussi aux newsletters des pros de la finance ou des organismes financiers. Tout à l'heure, je vous avais dit, vous faites du stock picking, vous avez une action Recticel, abonnez-vous à toutes les notifications destinées aux investisseurs de Recticel. Mais il y a d'autres organismes qui ne sont pas liés à des sociétés qui diffusent de l'information utile et nécessaire ou des interprétations de faits d'actualité. Je pense en particulier à Bernard Keppen, qui a une newsletter quotidienne le matin. Lui est économiste pour une grande banque belge et chaque matin, il part d'un fait d'actualité pour dire un petit peu ce qu'il pense. Et c'est très intéressant d'avoir cette régularité d'avis. Il y a les clubs d'investisseurs. Alors, avant, c'était avant l'arrivée d'Internet, les clubs d'investisseurs étaient souvent la première grande porte pour le grand public, commençait à se faire les dents et à prendre les bases de l'investissement. Ça a été remplacé par beaucoup de choses avec Internet, mais des clubs existent encore. Et vous pouvez même faire un club avec 2 personnes. Je pense qu'à partir de 3, on peut dire qu'on fait un club. Et là, c'est quand même intéressant de confronter ses questions et sa stratégie à des gens qu'on juge bienveillants et, euh, et peut-être complémentaires. Si vous êtes, par exemple, un scientifique et que dans votre club, dans votre cercle d'amis, il y a un matheux et qu'il y a aussi un littéraire, ben, à 3, je pense que vous allez arriver à une discussion intéressante qui va peut-être pousser la réflexion plus loin que seulement 3 scientifiques sûrs que ce produit, ce traitement soigne ça et vont pas prendre en compte d'autres détails. Euh, Vous avez parlé des conseillers financiers, surtout si vous faites de la gestion passive par, avec des fonds de gestion. Dites-vous que bah, dans le prix, dans ce que vous payez, bah, le conseil y est. Et donc, même si parfois j'entends que on va à la banque, on est devant son conseiller et on se rend compte qu'il n'en sait pas plus vraiment que vous, oui, ça existe, mais
ça ne vous empêche pas quand même d'utiliser cette carte-là. Donc, surtout si vous payez pour ou si les gens se payent pour. Et c'est intéressant de parler de se payer pour parce que un des points d'attention à avoir, c'est euh, réduire toutes les possibilités d'augmenter les frais, en fait. Donc, quand vous investissez en bourse, vous investissez votre argent, si du fait d'une mauvaise récolte d'informations, vous êtes amené après, par exemple, à devoir, vous avez choisi le mauvais broker, vous vous rendez compte après 3-4 ordres que chez ce courtier-là, en fait, c'est tout le temps ennuyant de faire ça, 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 ça. Mais vous n'avez pas vu la petite astérisque qui vous disait, bah, si vous voulez changer, vous pouvez changer quand vous voulez, mais pour chaque ligne d'investissement que vous changez, vous devez payer X euros. Et finalement, en fait, les 20 euros que vous avez gagnés en 3 mois, ils sont partis dans des frais. Donc, euh, la, la, la récolte d'informations, ça va de l'information pure, celle que nous on traite ici dans les médias, à de l'information pratico-pratique, administrative sur quels sont vos produits. Et là, je vous renvoie à vos prospectus, je vous renvoie à tous ces contrats que vous signez. Lisez ça de manière très attentive. Alors pour terminer, voilà, donc en finance, on est parfois très vite confronté à des termes qu'on ne comprend pas parce que trop techniques. Si c'est en anglais, il y a une chouette source qui s'appelle Investopedia. C'est une sorte de Wikipédia de la finance. Il y a même moyen d'y créer des portefeuilles virtuels et de s'entraîner. Il y a aussi de Plain Bagel. Là, on est quand même dans du anglais. Si l'anglais est rebutant pour vous, il y a pas mal de courtiers ou de plateformes de trading qui euh, proposent des lexiques. Euh, Ici à l'écho aussi. Donc, je pense que le pire pour un investisseur, c'est de mettre son argent dans un terme qu'il ne comprend pas. Et alors, pour le côté inspirationnel, pour le côté veille d'information, les podcasts, c'est très tendance, mais il y a aussi la littérature pure et dure, que ce soit des livres techniques sur comment ça marche ou la bourse pour les nuls, à des livres, même parfois de la fiction, qui peuvent vous donner des idées sur des secteurs, des matières ou le monde de la finance. Euh, N'hésitez pas, ça donne toujours de bonnes idées. Et je pense qu'avec ça, on a fait un peu le tour des sources. Mon discours était volontairement superficiel parce que voilà, d'une part, je connais pas votre niveau. Donc j'espère qu'il y avait eu pas mal de réponses déjà à vos questionnements par rapport aux sources d'information. N'hésitez pas à poser des questions maintenant ou à me contacter via l'adresse mail salim.nesba@leco.be. Je vous ai mis aussi les liens de nos podcasts. Donc, Tracker, c'est des rencontres avec des investisseurs particuliers. C'est comme ça que j'ai rencontré Morgane, c'est comme ça que j'ai rencontré Aude. Et on part de leurs témoignages pour se poser des questions sur l'investissement. Et à chaque épisode, un expert est sollicité. On crée aussi des bonus euh, sur certaines thématiques, sur la fiscalité, sur les droits musicaux, sur tout ça. On a aussi une série où on rencontre des pros de la finance qui se prêtent un petit peu au même jeu, qui nous racontent comment ils ont commencé, dans quoi ils investissent. Pour les personnes qui débarquent, entre guillemets, dans le monde de la bourse, on a créé une série de podcasts qui s'appelle les tutos bourse. Et donc, en 10 épisodes, et d'ailleurs, il y a même un format web de ce podcast en 10 épisodes ou en 10 pages. On voit vraiment on part des 10 questions qu'il faut se poser pour commencer à investir. Et alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a un groupe Facebook où vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas encore inscrit, qui s'appelle les trackers de l'écho et où le ton est très bienveillant. Voilà. Super, bah, merci beaucoup Salim. On va peut-être, du coup arrêter le partage de ton écran pour qu'on puisse te voir, en plus grand et du coup passer, aux questions. Alors Morgane, je te laisse la main, je crois que j'ai vu qu'il y en avait déjà eu plusieurs dans le chat et puis après on laissera aussi l'opportunité,
comme d'habitude, aux personnes présentes d'ouvrir leur micro et de poser leurs questions en direct à Salim. Oui, totalement, Salim. Merci beaucoup pour ton intervention. Et alors, j'ai des petites questions pour toi. Alors, la première, quelles sont les plateformes de courtage? Sont-elles propres à la Belgique? Donc là, je pense que voilà, c'est la première question. Je vais peut-être pas donner de nom, hein, mais donc le courtier, c'est la personne, c'est la banque, le, la personne qui va faire le lien entre votre argent et le produit financier que vous allez acheter. Mais donc, parmi les grands courtiers, les grandes banques belges, je pense que tous offrent des services où il y a de l'information, où il y a de la formation. Euh, à vous de faire un petit peu votre petit marché. Il y en a pas une, enfin, si, il y en a sans doute une meilleure qu'une autre, mais c'est pas mon, je vais pas vous lister des noms. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a Nadia qui te dit bah, déjà un grand merci Salim, présentation très Merci. didactique et claire. Et alors, elle avait posé une autre question un petit peu plus tôt dans le chat qui était, tu citais certaines sources pour l'Europe, pour la France, la Belgique et les États-Unis. Elle se posait la question pour les pays africains. Est-ce que tu aurais des sources? Voilà, question. Alors, très bonne question. Bah là, pareil, bon, il faut faire l'exercice. Je sais pas, comme ça, je sais pas répondre. Mais il faut faire l'exercice et se dire, OK, par exemple, la bourse de Casablanca, la bourse en Afrique du Sud de Johannesburg, la bourse de Dakar, je dirais, il y a aussi au Kenya. Je dirais, c'est un peu les marchés les plus, qui ressemblent le plus à nos marchés. Donc, allez voir déjà les plateformes boursières. Ça, c'est déjà dans ces deux sources un peu que j'avais dit fondamentales et gratuites. Allez voir la plateforme boursière. Et puis, prenez des sociétés africaines qui sont cotées en bourse et allez taper sur Google le nom de la société et Investor Relations et allez voir un peu dans quoi elles vous emmènent. Dans ces communiqués, parfois, ils mettent lu dans la presse. Et donc, la société sud-africaine qui vous intéresse, vous voyez un petit peu ses comptes, sa gestion et tout ça via ses sources fondamentales. Et vous voyez qu'elle met dans ses hyperliens, tiens, on a fait l'interview de notre patron pour tel journal. Et à ce moment-là, vous avez à peu près le journal de référence du pays. Ça, c'est déjà une manière. Il faut savoir que, par exemple, Bloomberg, là, vous l'avez cité, typiquement au Sénégal, ils ont 6 journalistes sur place à Dakar. Et donc, il y en a un qui est là pour la politique, il y en a un qui est là pour le remplacer quand il n'est pas là, et il y en a qui sont là pour la finance. Et donc, ça aussi, vous voyez en fonction des signatures et en fonction des gens qui marquent de l'intérêt pour une zone, vous dites, ah oui, bah, lui, je vais le suivre, en fait. Si je suis cette personne-là, quand il se passera quelque chose dans cette zone-là, j'aurai, via ma veille d'information, des, des pistes. Mais voilà. Mais je peux me renseigner si vous cherchez des pistes plus concrètes et des titres plus concrets. Euh, voilà. The Economist a dans toutes ses rubriques payantes, c'est Middle East and Africa. Donc c'est Parfait, Sally, merci. Eh ben, tu reçois beaucoup de merci dans le chat de Alexandre, de Sandrine. Donc voilà, je te transmets, super. je te Mais transmets merci les pour vos remerciements merci. également. Voilà. Que je peux poser une question? Bien sûr, Bruno, vas-y. Merci beaucoup déjà, Salim, hein. Donc, je suis effectivement l'écho de près maintenant que j'ai le temps de le faire, parce que je suis jeune retraité. Et j'ai été interpellé à un moment par le tracker qui faisait intervenir, je crois que c'est Marc Mazur, je suis plus très sûr du prénom, mais c'est Marc, hein, je pense, oui. C'est ça, oui. Parler des crypto-monnaies et j'ai trouvé ça vraiment super captivant. Et je suis un petit peu surpris que du côté justement du journal L'Écho, il n'y a pas encore vraiment de rubrique dédicacée à la crypto-monnaie. Alors, merci pour la question et les petits compliments. Euh, donc, faut savoir déjà que tout ce que je vous ai dit ici, c'est quelque chose qui peut s'appliquer au secteur des crypto-monnaies, à une grande exception, principale exception, en fait. C'est que dans les deux sources d'informations fondamentales et gratuites dont je parlais, il y avait l'information réglementée. Et donc,
je suis une société cotée, je change de CEO, parce que limite, il y a eu un problème, et il a un problème physique, il doit s'arrêter, c'est une surprise, personne ne s'y attendait. J'ai l'information en tant que société cotée. Si ça commence à se divulguer, les gens peuvent avoir peur et ça peut créer un mouvement de panique sur le cours de bourse. À ce moment-là, les règles imposent à cette société de prévenir le gendarme des marchés, lui dire, là maintenant, tu vas suspendre l'action parce qu'on a une mauvaise nouvelle. Et en général, l'action est suspendue jusqu'à l'émission d'un communiqué de la société. Et là, vous allez dans la deuxième source d'information fondamentale, qui est la société elle-même. Vous allez voir dans le communiqué, machin brol a décidé de faire un pas de côté, on ne sait plus assumer ses fonctions. Ça, ils sont obligés de le faire parce que c'est réglementé. En crypto, et c'est ça la grande différence, c'est un marché qui n'est pas réglementé. Donc, il y a certains protocoles de crypto qui s'imposent eux-mêmes des règles aussi transparentes que celles que s'imposent des sociétés cotées. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Il y en a où c'est le principe même du protocole qu'il n'y ait pas cette réglementation. Donc, déjà, là, on est dans quelque chose de particulier et ça fait peur au monde de la finance. Donc, nous, les premiers articles qu'on a écrits sur la crypto, ici à l'Echo, il fallait vraiment le justifier très fort. Et d'ailleurs, là, je suis à la rédaction et on a même on travaille vraiment main dans la main avec le TAID. Il n'y a pas de mur entre nos deux rédactions, mais le service marché du TAID est moins porté sur la crypto que ne l'est le service marché de l'Echo. Et c'est un mouvement qui est en cours. Là, maintenant, on voit qu'il y a les premiers produits régulés qui concernent la crypto, donc les ETF crypto. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans cette phase-là où nous, on peut analyser de manière plus, de manière plus claire ce type de produit. Parce que c'est ça le grand reproche que le monde de la finance fait à, par exemple, au Bitcoin, c'est au-delà du fait que ça fonctionne, c'est bien et tout ça, ils disent oui, mais je ne sais pas analyser, je ne sais pas faire d'analyse fondamentale sur le Bitcoin pour avoir le prix qu'il représente. Alors qu'une société, on sait plus ou moins le faire en voyant plein de paramètres financiers. Et donc, c'est ça qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Maintenant, voilà, donc cette interview avec Mazur était très intéressante parce que lui, c'est un investisseur en crypto de longue date. Et je me rappelle que pendant l'interview, il nous disait, voilà, les premiers portefeuilles qu'il créait, c'était pour des gens qui voulaient acheter des stéroïdes sur le dark web. Donc ça, c'était 2011, 2012, 2013. Et aujourd'hui, Goldman Sachs, BlackRock, enfin, tout le monde parle du marché des crypto-monnaies. Et donc, le monde qui suit la finance, pareil, les presses financières, pareil, il y a une adoption. Mais voilà, il y a quand même un grand bémol, c'est le manque de régulation ou la non-régulation qui fait que on arrive à, enfin, il y a il y a beaucoup plus de prudence sur ce type d'actifs et c'est pour ça. Ceci explique cela. Merci. Pour toucher un petit mot, j'ai l'impression qu'effectivement ça commence puisqu'il y a une édition spéciale justement du podcast Le Brief où on a fait une édition spéciale sur les cryptos et puis j'ai été contactée pour un article aussi pour apporter voilà ma patte un peu d'insider, en tout cas quelqu'un qui est beaucoup dans le marché, un journaliste qui va faire un article également dans l'écho. Donc ça commence quand même petit à petit. Mais voilà, merci Bruno pour pour ton intervention et merci Salim pour ta réponse. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions déjà dans le chat? Je crois qu'on a fait le tour des questions du Ouais, chat. mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bruno. non, c'était juste pour dire, j'ai appris pas mal de choses sur le site que j'ai découvert tout à fait par hasard, qui s'appelle IG, donc lettre I, lettre G.com. C'est en français, il y a pas mal de vidéos et pas mal d'explications. Et vraiment, j'ai beaucoup Et appris donc, sur le site. oui,
IG, donc c'est un broker, hein. Donc, et Alexandre Baradé, je sais pas si vous voyez, c'est une figure qui est souvent sollicitée par les médias français, BFM Bourse, travaille chez IG. Et donc, ils ont un excellent lexique. Donc, voilà. Mais c'est un courtier. Je veux dire par là, mais c'est un courtier, ça veut dire son but n'est pas, son but est qu'il ait le plus de clients possible, euh, et que ses clients soient le mieux informés possible, alors il leur met à disposition un lexique. Clairement, hein, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même gratuit. Enfin, moi, j'ai eu accès à toute une formation quand même assez intéressante gratuitement. C'est Et ça. je n'en ai pas trouvé beaucoup d'autres qui sont gratuites. J'ai eu quelques informations via KeyTrade, parce que je travaille un petit peu avec ce courtier-là aussi, mais c'était moins approfondi. Voilà. Super. Il y avait une question, alors c'est peut-être plutôt pour toi, Morgane ou Salim, par rapport au NFT de Nadia, qui demandait est-ce que c'est la même chose au niveau de l'information sur les NFT? Après, faut distinguer. Donc, par exemple, je vous explique comment ça marche ici à l'Eco. Donc, on a un service Investir qui, lui, suit les marchés financiers. Et on a plein d'autres services, et notamment dans ces plein d'autres services, un service qui s'appelle Entreprendre, qui suit la vie des entreprises. Et donc, une entreprise qui utilise la blockchain pour faire de l'immobilier tokenisé ou créer des NFT pour des dons d'organes, que sais-je. Là, on va couvrir cette information-là dans la partie Entreprendre. Et donc, là, vous allez plus avoir des informations sur qu'est-ce que c'est. Mais la partie analyse financière d'une crypto-monnaie ou des NFT, ça, les NFT, déjà, on va rarement le faire, très rarement. Et les crypto-monnaies, euh, comme je vous l'ai dit, avec l'adoption grandissante et l'arrivée de produits plus conventionnels adossés à de la crypto-monnaie, à ce moment-là, nous, on en parle dans les pages investir. Mais, mais comme ça, faire un suivi des valeurs, ça, on fait pas. Parfait. Du coup, est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être pour Salim? Merci déjà, je vois qu'il est, Nadia dit merci. Voilà, elle dit merci. Super. Merci d'avoir, tenu le timing. On peut encore prendre, une dernière question si quelqu'un le souhaite, ou peut-être on va te poser nous une question et en attendant, on vous laisse le temps de réfléchir à la dernière question, qui est la question qu'on a posée, aussi à Dimitri Boujard hier et à Claire Munk. Toi, Salim, je crois que tu as investi aussi à titre, personnel. Quelle est la plus belle leçon que tu as pu apprendre grâce à l'investissement? Alors, je corrige tout de suite, je n'investis pas à titre personnel, en tout cas pas dans des produits financiers tels que les actions, les obligations et les fonds et tout ça. Mais, je suis passionné par les marchés financiers et oui, une leçon, c'est en fait, on dit souvent que les marchés anticipent ce qui va se passer. Et donc là, par exemple, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés aujourd'hui parce qu'on se dit, ouais, il y a des données qui répondent pas forcément à nos modèles, il y a un contexte géopolitique qui va pas bien, est-ce que enfin, les conflits qui, euh, qui font l'actu maintenant, est-ce que ils vont pas s'amplifier? Et donc, ça me pousse alors à me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un conflit? Ah oui, quelle est l'influence de ce conflit sur ma facture NJ? Ou ça me pousse à suivre l'actualité d'un secteur ou d'une société. Et donc, c'est vraiment ça, la leçon, c'est que en suivant les marchés, en fait, on est dans le temps présent et on a plein de signaux qui nous disent un petit peu comment, idéalement, le temps futur va se présenter. Et on est comme un petit peu sur une vague avec tout ce flux d'infos et qui nous pousse à rester en éveil, s'informer, rester curieux. Donc, voilà.
Je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, bah, super. Merci. Bah, du coup, alors, est-ce qu'il y a une dernière question, pour toi? Je vois dans le chat, les gens t'ont beaucoup remercié, hein, pour ton intervention je regarde et juste si si, j'ai bah, pas si vous oublié, ouais. heu, ou non. Je C'est voulais bon? peut-être ajouter, excuse-moi, Non, Maureen, vas-y, je t'en prie, Bruno. Vas-y. j'écoute parfois aussi enfin, je ne sais pas si on appelle, oui, c'est les podcasts de Hamid Fadjaoui sur Classique 21 qui passe aussi sur Musique 3. Et je trouve ça parfois très intéressant aussi, son analyse. Je ne sais pas si vous vous connaissez personnellement, toi et lui, mais je trouve qu'il il a des choses vraiment pertinentes à raconter. Je me souviens notamment d'un podcast qui parlait, il y a déjà longtemps, il y a déjà pas mal d'années, de l'intelligence artificielle qui commençait vraiment à faire, qui commence à avancer. Et il parlait notamment d'une expérience qu'il avait lue d'un Américain qui avait inventé une intelligence artificielle capable de jouer au poker menteur. Et cette intelligence artificielle, au début, perdait toujours. Et puis, après pas mal de fois où elle a joué, au bout d'un certain nombre de fois, elle n'a plus jamais perdu face aux humains. Ça veut dire qu'une intelligence artificielle est capable de mentir encore mieux et de bluffer vraiment tout le monde, quoi. Et ça faisait vraiment peur. Je me souviens de ce podcast, et ça date déjà de plusieurs années, Mmh. mais ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Je trouvais ça très intéressant. C'est cette année, Salim, en entendant Bruno, je crois qu'il y avait une des vedettes du rallye boursier cette année qui avait, basé sa C'est ça, stratégie, je crois oui, qu'il l'avait, c'était, fait via ChatGPT, et ça. les résultats, je crois, avaient été assez mitigés, hein. C'était bien Alors parti, mais alors c'était l'édition à laquelle tu as participé ouais. et toi, juste avec ton intuition, tu as fait mieux que Gilles qui travaillait, sur base de questions qu'il posait à ChatGPT. Faut savoir que sa conclusion, c'était de dire que, bah, ChatGPT ne lui a jamais donné une mauvaise idée. Ça, c'est déjà premièrement. Deuxièmement, lui a souvent, rappelé des concepts de prudence à par rapport à sa gestion et sa stratégie. Mais après, lui cherchait plutôt lui pensait que grâce à ça, il allait avoir des choses que personne ne voit. Mais en gros, ChatGPT lui a dit: «Investis dans Microsoft, Apple, Google». C'est il y a une limite quand même, mais comme disait Bruno, c'est des machines qui apprennent et donc, on verra. Petit teaser, donc, la prochaine, série de diffusion, d'émissions, Tracker, avant-hier, donc mercredi, ouais, j'ai interviewé un garçon qui avait 13 ans et qui a toujours 13 ans et qui a créé un robot investisseur pour, avec, toute une série d'algorithmes et de données qu'il agrège, pour, définir quel sera le prix d'une action dans un mois et donc, je vous invite, à suivre un petit peu l'actualité de Tracker parce que ça va être l'occasion pour nous de questionner un petit peu, les robots investisseurs, l'intelligence artificielle dans de la gestion normale d'un portefeuille. Super, parce que du coup, moi, j'ai peut-être une dernière question, Salim, parce que tu Oui, nous en as pas parlé justement dans l'information. Est-ce que toi, tu recommandes est-ce que l'intelligence artificielle peut aider, peut être une source puisque justement, comme disait Bruno, ça peut compiler beaucoup de choses? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais plutôt: «Non, c'est trop tôt, voilà, rester sur les sources dont tu as parlé»? heu, ouais, enfin, c'est un débat, intéressant à avoir, mais on tombe vite un peu dans un peu l'idéologie, est-ce qu'on veut laisser, nos choix à une machine ou pas? Je pense que, heu, dans ce travail de, veille d'information, on peut mettre l'intelligence artificielle au même niveau que les réseaux sociaux. Donc, je suis, Alexandre Baradé de IG sur, Twitter. Il me fait un post avec un graphique où il attire mon attention sur une donnée financière. Ça va me donner un petit signal, à pousser mon interrogation sur cette donnée-là, parce que ça va peut-être influencer mes choix dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ben,
ce signal, ça peut aussi être une question que je me pose et ne connaissant pas trop les choses, bah, au lieu de demander à Google, je demande à ChatGPT, je dis: «Qu'est-ce que tu penses, du secteur, je sais pas, on parlait des voitures électriques. À ce moment-là, je pense que ChatGPT, il va peut-être vous dire, voilà, le secteur électrique, il y a ci, ça et vous, en lisant ça, bah, vous allez commencer à vous dire: «Ah oui, mais en fait, il faut suivre les semi-conducteurs, il faut suivre, le pétrole quand même, il faut suivre le plastique, il faut suivre» et donc voilà, c'est une source en plus pour votre veille informationnelle. Mais, demander à de l'intelligence artificielle de investir de l'argent comme on demanderait à un gestionnaire de fonds de le faire, là, je pense qu'il y a des questions à se poser quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup Salim. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Voilà, merci de la part de Valérie, voilà, de Nadia, Axel. Super. Un auditoire très, 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 très poli. Merci en tout cas pour votre attention et Merci, merci, merci pour à les toi, hein. dédicaces. Ouais, Ouais, merci à toi, avec Salim, plaisir. c'était très intéressant. Patrick dit un tout grand merci, Salim, pour ton partage. Excellente journée. Voilà, merci. Bon, tout le monde a l'air d'avoir apprécié, donc Oui, merci beaucoup aussi.